bonjour au rebonjour sur le Studio M en direct de Esprit Contract où durant cet après-midi nous recevons un super et sympathique designer, Emmanuel Galina. Je t'invite à prendre ton micro. Prends ton micro bien près du menton. Bonjour Frédéric, merci Bonjour de m'avoir Emmanuel. invité. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es venu depuis Bordeaux. Voilà, 2 heures en train, c'est vite fait. Super, merci beaucoup. On va faire deux séquences avec toi, une première maintenant et une deuxième à 17h parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Le premier sujet, tu es designer industriel, nous le rappelons, tu es à ton compte, tu es un studio de design, tu travailles à la fois pour des marques comme AMPM et Polyform. Alors on en parlera tout à l'heure de ce que ça implique de travailler pour des marques avec un positionnement radicalement différent. Là, j'aimerais qu'on évoque les contraintes du design industriel. La créativité, on a coutume de le dire, s'exprime mieux avec des contraintes. Ça évite l'angoisse de la page blanche, on est cadré, et puis c'est intellectuellement peut-être plus stimulant. Quelles sont pour toi, dans un process d'industrialisation, les plus grandes contraintes que tu connais au quotidien, et comment tu reçois un brief en fait? Comment ça fonctionne? Alors il y a différentes cas de figure. Le brief peut être très précis et donc donné par ton client, ou alors le brief tu peux le construire avec ton client, ou alors le brief tu le construis tout seul et tu donnes tu proposes des projets à tes clients. Donc ça c'est trois cas de figure qui peuvent exister. Les contraintes, soit elles sont données du coup par le client qui veut un produit particulier, soit c'est toi qui a, au travers de recherche, au travers d'observation, au travers de réflexion, qui va diriger le projet. D'accord. Tu, et en termes d'industrialisation, les grandes contraintes actuelles, alors il y a de nouveaux critères qui sont apparus, on a le RSE, on a plein de choses comme ça. Est-ce que tu sens une évolution récente dans la manière d'appréhender la fabrication, voire même la conception d'un produit? Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'on tend toujours plus vers un produit qui va pouvoir où les parties vont pouvoir se détacher facilement. Pour de la réparabilité notamment? Exactement, pour la réparabilité, mais aussi donc un exemple, dans le luminaire, les LED intégrés, je crois que c'est plus du tout dans les normes. Donc ça, effectivement, nous comme créateurs, on doit l'intégrer. Donc maintenant, c'est des parties qui se détachent. C'est utile aussi pour la recyclabilité en fin de vie du produit. Donc on peut tout détacher et c'est plus simple à recycler. Ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué pour nous à intégrer comme contrainte. Ça se fait naturellement. Et puis nous, on est sur sur ce type de réflexion depuis longtemps. Ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est quand tu as une vision un concept et je dis un exemple, une table avec des 4 pieds en bois aux extrémités et un grand plateau en marbre de 3 mètres de long. Comment on fait tenir ça debout? Et là, c'est un dialogue constructif qui se met en place avec des ingénieurs, avec un bureau d'études. Et nous, on va trouver les solutions ensemble pour amener la vision que tu as au plus proche. Et nous, c'est un travail de compromis, mais créatif. C'est pas des compromis où on doit mettre fin à une idée. Au contraire, c'est un dialogue qui est très positif et où on va trouver des solutions pour amener ton projet sur ta vision. Parce qu'on a souvent l'image du designer qui fait de très beaux roughs, etc., et qui refourque son dessin à la marque qui ensuite va aller mettre à contribution ses ingénieurs pour faire en sorte que ça puisse être fabriqué. Mais en fait, le design industriel, c'est bien plus que ça. Il faut avoir des connaissances qui sont quasi dans le domaine de l'ingénierie pour imaginer la phase de production, comme tu le disais, comment ça va tenir, quoi. Donc est-ce que toi, tu as ces compétences-là quand même avec l'expérience et puis après tes études? Il y a plusieurs approches. Il y a certains de mes collègues qui ne sont pas intéressés à gérer le projet au millimètre près. Moi, j'aime bien aller dans le détail. J'aime bien gérer justement tous ces aspects
techniques et technologiques, et c'est là où tu vas pouvoir trouver justement des innovations. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir justement ce dialogue avec des gens compétents. Alors ça va être les bureaux d'études de tes clients, mais ça va être aussi des fournisseurs qu'on va aller voir spécifiquement pour un projet, et on va étudier toutes les possibilités au niveau technique pour pouvoir arriver à résoudre des problèmes technologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'expérience, effectivement, comme tu le dis, on va acquérir un savoir-faire assez important, et même si on l'aura pas à 100%, en tout cas on aura des intuitions pour trouver des solutions qui permettent d'aller jusqu'au bout de ta pensée. Tu as des retours d'expérience de toute manière avec des produits dont tu connais la durée de vie maintenant, donc c'est un peu plus simple qu'il y a une vingtaine d'années, dirons-nous. Non, exactement. Même si y a toujours des inconnus dans certains cas, mais c'est pour ça que le design est toujours très stimulant. Et chaque nouveau projet où il y a une nouveauté, où on prend un risque, c'est toujours très intéressant. Quelles sont, à ton avis, les principales innovations, à la fois dans le process de conception, de recherche, de création, que de fabrication? Est-ce que tu as qui te vient comme ça, une innovation qui a changé quand même un peu ta manière de travailler dans la conception, puis dans la fabrication? Ce qui est intéressant des fois, c'est d'avoir un regard un peu naïf sur ce que tu découvres. Et c'est aussi là où tu vas trouver des idées. Des fois aussi, il y a des solutions qui naissent d'une erreur. Donc il y a plein de cas de figure comme ça, plein d'histoires dans le développement des projets où on part dans une direction et c'était pas du tout la bonne, et finalement on est reparti de cette idée sur autre chose qui s'est révélé quelque chose d'assez intéressant. Ce qui peut aussi se passer, c'est des transferts de technologie, c'est-à-dire que tu vas travailler dans un domaine, tu vas acquérir un savoir-faire dans ce domaine, et l'année d'après, on va te briefer sur quelque chose de complètement différent, et tu vas pouvoir récupérer des choses d'un domaine et le transférer à l'autre. Et ça c'est aussi des... Tu as des exemples comme ça qui te viennent? J'ai pas d'exemple comme ça concret, mais dans la plasturgie, par exemple, il y a ces... si c'est un exemple assez connu où on utilisait beaucoup le rotomoulding pour faire en fait des grosses pièces pour faire des jeux d'enfants, les parcs d'enfants, etc. Et il y a eu une période à Milan où on voyait ces grandes pièces en plastique où en fait on avait été récupérer cette technologie pour pouvoir fabriquer des pièces plastiques grandes et économiques. Et donc on s'est retrouvé pendant quelques années avec ces grands sofas. Donc ça c'est un exemple. Est-ce qu'en tant que designer, même si tu as une grande liberté, parce que tu travailles sur des produits radicalement différents en termes d'usage, en termes de gamme, mais est-ce qu'il y a quand même des matières que tu préfères travailler? Je sais pas, moi je suis pas designer, je me rends pas compte. Non, moi intuitivement, personnellement, j'aime beaucoup les matériaux naturels, donc qui vivent même après avoir été transformés. Le marbre, le bois, le cuir. Je suis très attiré par ça. En fait, il y a cet aspect, ce renvoi à la nature qui me plaît beaucoup dans ces matériaux. Et j'adore aussi les travailler s'ils sont travaillés avec respect, c'est-à-dire vraiment les sublimer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire les rendre encore plus naturels, travailler les sablés du bois pour rendre la veine encore plus forte. Ce genre de sensibilité, ça me plaît beaucoup. Si c'est prendre du bois pour le rendre laqué et enlever toute la chaleur, pour moi c'est pas très intéressant. Donc j'aime beaucoup travailler les matériaux naturels et les travailler avec respect du matériau. Comment tu travailles actuellement? Tu as un studio, donc tu es à ton compte, tu travailles avec plusieurs personnes. Comment vous organisez? Alors on est organisé, c'est une petite structure. J'ai 2 designers très brillants. J'ai ma femme qui s'occupe de toute la partie communication. On voyage beaucoup parce que nos clients sont essentiellement en Italie ou dans la France, mais pas à Bordeaux où nous sommes basés. Et donc il y a beaucoup de travail. Et
je dis on voyage beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail sur le prototype quand on est designer. Donc là aussi, c'est pas on envoie un dessin et puis débrouillez-vous. On vient régulièrement faire les rendez-vous pour mettre au point le prototype, pour voir les proportions, les dimensions, la finesse d'une tôle, le détail d'un rayon donc tout ça, il faut le voir. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de travailler par visio. C'est pas toujours facile. Il faut toucher aussi. Il faut toucher, il faut mettre au point les finitions, il faut mettre au point tout ça. Et donc il y a beaucoup de travail sur place en fait. Entre le premier dessin, je dirais, et la phase d'industrialisation, en règle générale, tous les projets sont différents, mais en règle générale, combien de temps se passe-t-il ? Écoute, en règle générale, c'est à peu près 1 an et demi. Donc, pour arriver au produit fini, prêt à être distribué, quasi. Exactement, ouais. Donc en gros, tu as 1 an de développement. Je me base un peu sur nos clients et le rythme de nos clients italiens, où le salon du meuble est une date importante, c'est là qu'on présente toutes les nouveautés. Nous, en général, on commence la réflexion et les dessins à peu près 1 an avant. Et on a à peu près 1 an de développement, donc prototype. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, on fait des modifications, on va voir les protos de nouveau, on remodifie, etc., jusqu'à arriver à un prototype que tout le monde valide. Et de là, il y a quand même un travail aussi d'ingénierisation qui doit être fait. Là, c'est plutôt la partie du bureau d'études de l'entreprise qui gère ça, une fois que nous, on a validé le modèle. Et après, il faut donc, on va dire, 1 mois et demi pour sortir un produit qui soit commercialisable. D'accord. Bah, écoute, on continuera à en parler à 17h, tout ça, parce qu'on va évoquer ensemble ce que ça implique de créer, d'arriver à cette phase dont on parle pour des marques avec un positionnement très différent en termes de prix, en termes de cible et en termes d'usage. Donc, je vous donne rendez-vous toujours avec Emmanuel Gallina tout à l'heure à 17h. Merci beaucoup. À tout à l'heure.